Dry Index. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez tout comprendre avec Benjamin Louvet qui nous attend du côté de Prime Finance, associé gérant de Prime Finance. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous en direct, en duplex vidéo. Un petit exercice pédagogique quand même autour du Baltic Dry Index avant d'en venir à ce qui nous intéresse. Bon, c'est un indice de trafic maritime. Comment est-ce qu'on peut le définir précisément là, Benjamin ? Oui, bonjour Grégoire. C'est un indice de fret sec d'abord, c'est la première information importante. Donc ça ne concerne pas tout ce qui est transport maritime de pétrole, ça concerne le transport plutôt de minerais, de charbon et autres denrées sèches. Alors comment c'est calculé ? Grosso modo, c'est un indice qui a maintenant à peu près un peu plus de 30 ans d'historique, qui est calculé par une collecte d'informations auprès de tous les armateurs qui affrètent des bateaux à travers le monde pour transporter ce genre de marchandises, et on leur demande le coût de transport en fonction de la taille des bateaux pour un certain nombre de routes maritimes. Alors, il y a entre un peu plus d'une vingtaine de routes qui sont suivies, et donc on leur demande pour les différents types de bateaux quel est le prix d'une journée de transport maritime pour l'ensemble de ces produits, de façon à faire une moyenne pondéré qui permet d'avoir un prix de cet indice. Cet indice ayant été émis à une valeur initiale de 1000 et ayant connu un plus bas historique dans les années 85 aux alentours de 554, valeur historique qui a été battue aujourd'hui à 553, donc, le plus bas niveau. C'est-à-dire que généralement, donc, on a très bien compris comment est composé cet indice. Voilà, généralement, historiquement, on l'utilise ou on l'a utilisé, en tout cas, parce que vous allez nous dire que peut-être les choses ont évolué, mais on l'a utilisé comme étant un bon baromètre, finalement, de l'activité du trafic maritime, de l'activité commerciale en mer, baromètre du commerce mondial, la demande et l'offre autour du trafic maritime. Voilà, c'était un baromètre d'activité finalement. Effectivement, c'est un bon thermomètre de l'activité économique a priori, puisque forcément, lorsque des économies émergentes comme la Chine ou le Brésil se développent, ce développement nécessite une urbanisation, nécessite le développement de capacités portuaires, de développement d'infrastructures routières, de l'infrastructure aérienne également. Donc ça veut dire consommation de matières premières, ça veut dire que vous importez plus de charbon pour augmenter votre production d'électricité, vous importez davantage de minerais de fer pour augmenter un petit peu la production de vos métaux, de façon à pouvoir construire l'ensemble de ces infrastructures. Et donc, naturellement, les intervenants économiques y ont vu un bon moyen de jauger l'état de l'activité économique, ce qui fait dire aujourd'hui à beaucoup de gens qu'il est temps de se faire du souci parce que cet indicateur fait des nouveaux plus bas et donc c'est potentiellement très mauvais signe pour l'économie. Alors, en réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette fois-ci, le thermomètre est un peu cassé et qu'en réalité, les choses ne vont pas si mal que ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que jusqu'en 2008, vous le savez, on a eu un accroissement absolument incroyable, notamment de la demande en Chine, avec une demande de matières premières en particulier qui a explosé. La Chine est passée d'une part de la consommation mondiale de cuivre ou d'aluminium, par exemple, de l'ordre de 10% au début des années 2000 à 40% de la consommation mondiale en 2008. Et donc, a nécessité beaucoup d'importation de ces matières et donc beaucoup de fret maritime. Donc on a, pour répondre à cette forte demande, dû créer des nouveaux bateaux parce que les prix à ce moment-là du Baltic Dry Index ne cessaient de s'envoler. Donc on a eu énormément de commandes de bateaux et il se trouve qu'en 2008, il y a eu un coup de frein brutal sur l'économie mondiale et donc on s'est retrouvé avec ces bateaux qui avaient été commandés, qui petit à petit arrivent sur le marché. Depuis 2008, il faut savoir que la flotte mondiale de bateaux a augmenté de 80%. Avec des bateaux toujours plus grands. Aujourd'hui, les plus grands bateaux font 395 mètres de long et sont capables de transporter plusieurs milliers de tonnes de marchandises. Donc on a développé ces ressources et dans le même temps, tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé également ? On a eu une baisse des prix du pétrole qui a fait effondrer le prix du carburant sur ces routes. Donc baisse du carburant, hausse du nombre de bateaux disponibles et dans le même temps, malgré tout, quand même, un petit frein sur la croissance économique mondiale. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une croissance mondiale de la flotte de bateaux qui est de l'ordre de 5% par an, un peu supérieure à 5% par an, une croissance de la demande pour le fret qui est de l'ordre de 4% par an. Quand vous avez une croissance de l'offre de transport de 5% et une croissance de la demande de 4%, petit à petit, les prix ont tendance à baisser. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec cet indicateur en forte baisse, mais
auquel il ne faut pas accorder trop d'importance d'un point de vue économique. C'est donc la surcapacité, là, le nombre de bateaux trop important qui crée, qui pousse à la baisse cet indice plus qu'une vraie chute de la demande. C'est ça l'idée, Benjamin. Baisse des prix du pétrole, hausse de la capacité, donc surcapacité en termes de volume transportable, et donc baisse des prix du fret. Et pas seulement à cause de la baisse de l'économie mondiale. Bon, alors un indice, un Baltic Dry Index qui est peut-être un peu moins pertinent effectivement que les années d'avant-crise pour mesurer l'activité mondiale. La corrélation est peut-être effectivement un peu biaisée aujourd'hui. Un mot justement du pétrole qui repart à la baisse. On a cru à un moment qu'on allait avoir une stabilisation, une légère remontée là, et puis on a un nouveau coup de faiblesse encore aujourd'hui. Là, on perd 2% sur le WTI. Benjamin, pourquoi est-ce qu'on a eu là ce petit coup de chaud, on est remonté, puis finalement tout repart à la baisse là, hein, comment on l'explique? Cette faiblesse, on l'attendait, on en avait parlé avec vous chez Prime Finance, on l'attendait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a un bras de fer qui s'est engagé au niveau mondial sur la production pétrolière. L'Arabie Saoudite a refusé d'abaisser sa production de façon à faire plier les pétroles de schiste aux États-Unis et à réduire leur production. Alors, pourquoi le pétrole est remonté au cours des derniers jours? Parce qu'en réalité, on a vu une baisse du nombre de puits en activité aux États-Unis. Et donc, les intervenants y ont vu le fait que la stratégie de l'OPEP commençait à fonctionner, la stratégie de l'Arabie Saoudite commençait à fonctionner et que la production américaine allait réduire. En réalité, si on lit plus précisément ces chiffres sur le nombre de puits en activité aux États-Unis, on se rend compte que beaucoup des puits qui ont été arrêtés sont des puits qu'on appelle des puits verticaux, qui ne sont pas les puits qui produisent le plus. Et les puits horizontaux, eux, n'ont pas beaucoup réduit. Première chose. Deuxième chose, on a arrêté un certain nombre de puits qui étaient des puits anciens qui donnaient peu de pétrole, et les puits qui les ont remplacés sont des puits qui sont certes moins nombreux mais qui donnent beaucoup plus de pétrole dans un premier temps. Donc la production américaine, si elle a arrêté de monter, en tout cas n'a pas commencé à reculer. Résultat, petit à petit les intervenants sont obligés de se rendre à l'évidence, ça va prendre du temps pour que la production de pétrole diminue. Et donc, il va falloir apprendre à voir les prix du pétrole rester bas encore un petit moment. L'OPEP va devoir maintenir la pression si elle veut pouvoir sortir du jeu les acteurs les plus faibles pour qu'après, les prix du pétrole puissent remonter durablement. Donc, plutôt deuxième partie de l'année pour voir les prix du pétrole remonter au-dessus des $60 et se stabiliser durablement au-dessus des $60 avec potentiellement chez Prime Finance l'idée que le pétrole pourrait finir aux alentours de 70-75 à la fin de l'année, mais vraiment en toute fin d'année. Merci beaucoup Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, hein, qui était donc en direct en duplex vidéo depuis les locaux de Prime Finance. Sur le pétrole, c'est vrai qu'on a ce nouvel accès de faiblesse aujourd'hui, moins 2% encore pour le baril de brut léger américain, le WTI, donc on est repassé sous les $50.